Hello les petits calamars, la vidéo que vous allez regarder maintenant, le cœur battant, c'est une vidéo qui a été enregistrée il y a 2 semaines et qui a été faite grâce à Monsieur Salvador Sanz et grâce à Thomas. Thomas, c'est une personne qui travaille à la maison d'édition Il Latina, qui est une petite maison d'édition française, et ce sont eux qui publient Méga, la fameuse BD dont je vous rabats les oreilles non-stop. Méga, je vous en avais parlé dans une vidéo pendant le mois d'août, c'est une petite BD qui parle d'un kaiju, mais d'un kaiju qui arrive en Amérique du Sud. Et c'est une refonte totale du mythe du kaiju. C'est juste génial. Et j'ai eu la chance de pouvoir m'entretenir pendant 1 heure avec Salvador Sanz, qui est son auteur. Donc, muchas gracias, Salvador. Je parle pas du tout espagnol, donc vous allez voir dans la vidéo. Donc voilà, pendant un peu moins d'1 heure, on a eu la chance d'échanger, de bavarder, etc. Il faut savoir que pendant la vidéo, Salvador était en Argentine et que la fin de la vidéo se termine un peu en cacahuète parce que Meet, l'outil de rendez-vous virtuel, de FaceTime virtuel de Google, a une limite d'1 heure, donc ça s'est terminé un peu abruptement. Néanmoins, on a tapé dans le croquant, on est allé à l'essentiel. Donc je vous laisse découvrir cette vidéo et encore une fois, merci à Thomas, merci aux éditions Il Latina et merci à Salvador Sanz. Bonne vidéo et bonne écoute. C'est bon, il arrive? Je refuse l'accès. Non, je. Hola. Hola, Hey, how you doing? fine, fine. Hi. Hola. ¿Cómo estás, Salva? ¿Cómo estás? Voilà. Todo bien, todo bien. Bonjour, Bueno, bonjour. Bonjour. Salud. um, not in English then, only Spanish. Ok, exact. Ok, donc perfecto. je, je, Tu parles en français, je traduis et je lui dis en espagnol. ok. Voilà. Donc merci déjà, Monsieur Sens, c'est un honneur de vous parler. Je suis très content de vous avoir. Te agradece un montón el hecho de poder hablar con vos, porque es un honor para él poder entrevistarte. Ce que je disais à Thomas juste avant, c'est que ça fait longtemps que j'ai pas eu mon cul autant botté par une œuvre, que ce soit un album, un roman ou un comics ou une bande dessinée. Et c'est un vent de fraîcheur en fait sur le mythe du kaiju et sur la BD. Enfin, je trouve personnellement. Et ça fait beaucoup de bien. Lo que me decía antes del llamado eh, es que hacía un montón de tiempo que no le había pasado con la lectura de una historieta o de una novela o incluso de una peli, algo que le estalle así la cabeza, eh, y le pareció que tu historieta es como muy refrescante acerca de lo que es el mito del kaiju y en general a nivel historieta. Así que Muchas gracias, Muchas gracias. C'est Y juste génial. Et donc, bueno, et merci aux éditions Il Latina. Je suis un peu en mode YouTube là, parce que la vidéo va être sur YouTube, c'est pour ça que je suis un peu plus formel. Mais, et donc, merci encore à Thomas Dassens des éditions Il Latina et à Salvador Sens de bien avoir accepté, d'avoir accepté les messages que je leur avais envoyés sur Instagram, et de deux, avoir répondu, et de trois, à bien vouloir faire ce petit entretien qui est juste génial. Et pour l'anecdote, ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure, est-ce que je m'arrête là pour que vous traduisiez ou je fais des phrases longues? non, là tu peux continuer si tu Ok. veux. Pour l'anecdote, en fait, j'ai acheté la BD au mois d'août. Ce que je vous disais, j'ai un ami qui est libraire, que je salue d'ailleurs, qui est très fan de Salvador aussi, qui m'avait recommandé ça en disant: tu verras, c'est le mythe du kaiju qui a été redessiné et reconstruit par un auteur sud-américain qui vient d'Argentine. Et c'est juste génial. Effectivement, c'est génial. Et quelques semaines après, en fait, il se trouve que cette personne, donc mon ami Guillaume, qui est libraire, a eu le hasard a fait qu'un de mes abonnés est venu dans sa librairie pour lui acheter Mega. Et il a dit: bah ouais, en fait, parce que j'ai vu sur YouTube, il y a un gars qui en parlait,
Il a dit, mais c'est Extra Life. Il fait, bah ouais, 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 mais je connais. Et en fait, le gars est venu acheter la BD Grâce à par la rapport à ça. recommandation. Ouais, voilà, ouais. Mais comme quoi, le monde est très petit en fait. Pour qu'il tombe Ah, chez mon ouais, pote et qu'il se mette à parler de Mega et de Salvador Sans, quoi. Le monde est très petit pour ça. super. Lo que contaba Romain es que eh, él descubre Mega a través de un amigo de él que es librero, que tiene una comiquería. Le dice su amigo comiquero, toma, tenés que leer eso, es una renovación del mito del kaiju hecho por un autor latinoamericano, argentino, que el librero, su amigo, le gustaba mucho tu trabajo. Entonces lo lee, hace el video que vos viste, y al poco tiempo su amigo librero le cuenta que vino una persona a comprarle Mega en base al video que había visto y es como que dio toda una rueda. Donc voilà. Ouais. Donc, je vais vous poser la première question, si vous me le permettez. Esta primera pregunta, entonces. Là, on sent dans Mega des inspirations très Lovecraftiennes, très horreur cosmique, un peu. Euh, Quelle a été la plus grosse inspiration pour créer Mega par rapport à ça? Dice que cuando leyó Mega le pareció que había una inspiración Lovecraftiana, muy horror cósmico, pero quiere saber si es cierto o, en todo caso, cuál es la mayor inspiración que tuviste para crear el guión de Mega. Bueno, sí, es muy acertada, es claramente esa influencia. De hecho, a mí me gusta mucho Lovecraft de hace muchos años, estoy bastante interesado en la obra y estuve empezando a ilustrarla, pero no como historieta, sino como libros ilustrados, ¿no? Vos avisame, Tomás, cuando querés y corte. Ahora. Donc il dit que effectivement c'est une de ses influences majeures, Lovecraft. C'est un auteur qu'il lit depuis de nombreuses années et qu'en plus il a commencé à illustrer ces dernières années, pas sous forme de bande dessinée, mais en fait pour un éditeur argentin qui lui a commandé des illustrations pour accompagner les romans de Lovecraft qui ont été réédités en Argentine. Donc uniquement en Donc Argentine. ouais, pour l'instant, ouais. D'accord. Et donc, qui l'a amené dans un premier temps à déjà travailler visuellement l'univers de Lovecraft sous forme d'illustration. D'accord, ok. Bueno, y cuando estaba... El relato que estuve ilustrando es el llamado de Cthulhu, de Call of Cthulhu, Cthulhu, es impronunciable, ¿no? Y bueno, y cuando me enfrenté al desafío de ilustrar a la criatura, uno de los problemas que surgió es el gigantismo, ¿no? Algo muy grande. ¿Cómo representar eso en un papel? Que dé esa sensación de que es algo inmenso. L'un des récits qu'il a dû illustrer, c'était justement l'appel de Cthulhu, pardon. Et chacun peut avoir sa prononciation. Et du coup, l'un des défis majeurs qu'il a ressenti au moment de devoir illustrer ce livre, c'était comment rendre sur le papier cette sensation de gigantesque, cette sensation d'une bête énorme, et en sachant qu'on a la taille limitée du livre, du papier, et donc malgré tout arriver à faire sentir cette sensation. Ben, c'est ça qui, je trouve, qui est super réussi chez Mega. Il y a un plan, moi, j'en ai parlé dans ma vidéo, le plan du chat, du petit chat. Que je ne parviens pas à retrouver. Je vais le retrouver. Voilà, j'aurais dû mettre un marque-page. Ça m'apprendra à faire mes trucs au schnapps. Voilà, on va y arriver. Hein. Mais ce plan, en fait, il y a pas mal de plans où on se rend compte du gigantisme des. Voilà, celui-là.
hop, ça. Mhm. Et ce plan, pour moi, il est iconique sur le gigantisme et le chaos que provoquent ces monstres et ô combien les humains et tout ce qui les entoure, en fait, tout notre quotidien est pathétique et ridicule à côté d'eux et ô combien on est des fourmis parce que on sent très bien que les créatures nous ignorent totalement Ah oui, dans la BD. C'est juste, elles tracent leur route comme nous, on pourrait marcher dans un sentier de forêt et par la même occasion il passait sur des fourmis, quoi. et marcher sur des fourmis en fait. Et c'est ça qui m'a glacé en voyant le truc, c'est putain le chat à côté des pas à côté de la bestiole, la claque, la méga claque. Se dice que justamente una de las cosas que le parecía más lograda de Mega es esa sensación de gigantismo y uno de los planos que para él es icónico de esa sensación de gigantismo es el que te mostró con el gatito cruzando y en el fondo las piernas de Mega y, y lo que le heló la sangre en cierta forma es el darse cuenta que esos monstruos no les importaba en absoluto nada de la humanidad que estaba alrededor. Podía ser como nosotros caminando en un bosque y pasando por encima de unas hormigas. Ellos hacen lo mismo, o sea, pasan y nosotros estamos ahí y no les importamos en absoluto. Alors, Claro, sí, por eso conecto, linkeo Lovecraft con el cine de kaijus, las películas de Godzilla, Gamera, etcétera. Cuando estaba ilustrando este relato, por alguna razón me empecé a interesar en ese cine, porque quería ver cómo representar eso que te comentaba, ¿viste? Algo gigante, con qué recursos. Y bueno, en el cine japonés, viste, que ponían un tipo disfrazado y era hacer maquetas pequeñas, ponerle no sé qué al agua para que el agua se vea más chiquita. Algo muy difícil de hacer que, bueno, con los años la tecnología mejoró un montón. Pero cómo hacer eso en una historieta, y ahí es donde me empecé a interesar con ese género, y creo que de alguna manera están relacionados con Lovecraft, porque es un poco lo que mencionaban ustedes recién, esa cuestión de que los protagonistas de esta historia no le iban a interesar los humanos, ¿no? La humanidad era un poco el telón de fondo, el escenario donde estas criaturas se iban a mover, y eso me parecía interesante. Cómo contar una historia de seres que no entendemos, que no sabemos si son, qué tan inteligentes son. En el cine kaiju son más bien como animales, ¿no? Parecen, pero a mí me interesaba generar esa ambigüedad, que tal vez no los entendíamos, ¿no? Voilà. Il dit que justement, en fait, le lien avec Lovecraft, c'est vraiment ce lien qui est né de devoir illustrer des monstres gigantesques et qui l'a amené progressivement vers le cinéma de kaiju et cinéma japonais de représentation des kaiju, parce qu'il s'est vraiment demandé comment représenter des animaux gigantesques. Du coup, il a commencé à regarder les anciens films japonais où c'était tout simplement mettre un mec dans un costume, faire des maquettes toutes petites, rajouter des produits dans l'eau pour que l'eau ait des effets microscopiques, etc. Des choses qu'il disait qui étaient vraiment difficiles à l'époque, qui maintenant sont devenues beaucoup plus simples avec les effets spéciaux actuels, ouais. mais qui l'ont amené à regarder tout ça pour ensuite s'intéresser à essayer de le transposer dans une bande dessinée où justement, comme pour les monstres de Lovecraft, il avait envie de raconter une histoire dans laquelle les personnages principaux, donc les monstres, ne voient absolument pas l'humanité, si ce n'est comme un paysage autour d'eux, et comment raconter en fait l'histoire de personnages que nous ne comprenons pas, desquels on peut même douter de s'ils ont une intelligence ou non. En tout cas, dans les kaiju, il disait c'est souvent plus comme des espèces de bêtes primitives, mais lui, il avait envie qu'on ait le doute de est-ce que c'est des personnages intelligents, pas intelligents, mais il voulait qu'ils soient moins bestiaux que des kaiju et en même temps difficiles à comprendre par l'humanité.
Ben justement, ça rejoint c'est vachement bien, ça fait la liaison avec ma deuxième question. Parce que les monstres dans Mega semblent dépourvus d'aspect organique. Il n'y a pas de visage, il n'y a pas de tentacules, il n'y a pas de peau, quoi que ce soit. Il n'y a pas de côté un peu reptilien ou de certains kaiju qu'on peut voir, des grands mammouths, des grands papillons, etc. Là, c'est plus des plaques d'armure vivantes en fait. Et ça s'éloigne très loin. Ça prend vraiment sa distance avec des œuvres récentes comme le Godzilla de Gareth Edwards ou encore Pacific Rim, le 1 parce que le 2 est un crime contre l'humanité. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Et donc, je pense que c'est dans cette idée-là. Donc, j'allais dire pourquoi, mais je pense qu'on a un début de réponse qui nous a été apporté par Salvador. Dice que justamente eso lo lleva a la segunda pregunta, lo que contaste de esa idea de gigantes, pero además un poco diferentes de los kaiju, que son como animales. Y en los tuyos lo que a él lo sorprendió fue la ausencia de rasgos animales en tus personajes, porque no parecen tener una piel, no parecen ser animales, parecen casi más minerales que animales, y muy alejados en cierta forma de las últimas representaciones que hubo de los kaiju, sea en el Pacific Rim o en la nueva versión de Godzilla, como que vos te fuiste por otro camino. Sí, sí, sí. Sí, la idea era hacer algo diferente, tratar de ser lo más original posible en un género que tiene parámetros bastante marcados y con la estética traté de investigar un poco, ver qué podía yo aportar a este género, tratar de dar una visión personal, ¿viste? Obviamente las influencias están, hasta el día de hoy alguien que ve la portada dice, ah, me parece un Godzilla, o parece esto o el otro, pero me esforcé mucho en tratar de crear una estética particular. Tal vez hasta me fui de mambo, hay gente que a veces me ha dicho que no reconoce cuál es cuál cuando están juntos peleando. Creo que fue un aprendizaje también que a mí me llevó mucho tiempo entenderlos también a mí. De hecho, ahora en el segundo libro creo que realmente los estoy dibujando mejor, como estoy empezando a entender a dónde quería llegar, ¿no? Fue como un proceso. Il dit que effectivement, en fait, la recherche autour de ces monstres, de ces kaiju à lui, s'est faite pour essayer de se démarquer et pour essayer de voir qu'est-ce qu'il pouvait apporter à un genre qui était quand même déjà très codifié et avec beaucoup d'éléments déjà inventés, Préétabli, ouais. préétablis, et du coup il a eu toute une recherche graphique qui l'a finalement amené vers le côté minéral de ces monstres. D'accord. Mais à un tel point qu'il se dit que des fois il est peut-être allé en tout cas dans ce premier tome un peu trop loin dans la recherche de monstres qui n'ont presque pas un visage reconnaissable et qui ont fait qu'il a eu des fois la critique de certains lecteurs qui lui disaient qu'ils n'arrivaient pas à reconnaître lequel était lequel Si. dans Ouais. les combats. Et en tout cas, il a senti qu'avec le second tome qu'il est en train de terminer actuellement, il avait fini de mieux comprendre sa propre création. En fait, D'accord. dans le premier tome, on va dire que c'est la création et l'aboutissement avec Méga et la salamandre d'une recherche graphique, et dans le deuxième tome, c'est la véritable compréhension des personnages qu'il a créés en termes graphiques et de leur exploitation en termes d'image. Pour moi, le côté. Alors, je suis pas fan de ce mec-là, mais j'apprécie son travail. Mais le design des kaiju, alors c'est juste mon interprétation personnelle, mais j'ai l'impression que s'il y avait un film méga, je pense que si Christopher Nolan faisait un film méga, il aurait fait les kaiju comme ça. Parce que justement, ce mec aime déconstruire, aime se réapproprier les choses, et justement, le fait qu'il n'y ait pas de visage et tout ça, c'est vraiment quelque chose qui
nous sort de nos habitudes du gros monstre avec ses 3 paires d'œils et ses 12 pinces et tout ça. Et là, il y a un côté un peu Nolan, dans le sens où Christopher Nolan, dans le sens où c'est vraiment, c'est à sa manière, c'est moi qui fais, c'est leur design n'a rien à voir à ce que vous avez l'habitude de voir avant, et c'est comme ça. Et c'est hyper cool. C'est hyper cool. Moi, enfin, en tout cas, je suis très client de ça, et les gens qui ont lu dans mon entourage ont tous vomi en lisant. Non, ils ont tous apprécié ils ont tous énormément apprécié justement cette refonte qui fait énormément de bien au mythe du kaiju, et comme quoi on peut créer du kaiju sans pour autant être dans le blockbuster américain ou le Godzilla, le Godzilla classique japonais en fait. Dice que se imagina que si el Mega fuera adaptado al cine, hubiera sido adaptado por Christopher Nolan con esa estética que vos elegiste para tus personajes, porque ve algo un poco a lo Nolan en esa reapropiación de un género conocido, de un género establecido, pero con esa forma de decir, bueno, pero yo lo voy a hacer a mi manera y van a tener algo fuera de lo que conocen. Y entonces lo que a él le gustó justamente de Mega es esa idea de hacer un monstruo que no tiene 3 ojos, no tiene 40 pinzas, de hecho apenas si se le ve el rostro, si se le imagina el rostro a los personajes, a los monstruos, y dice que eso fue lo que apreció y que la gente alrededor de él destacó de Mega. Buenísimo. Sí, era un poco la idea. Ahora vos sabés que tengo una persona que está haciendo quiere hacer una escultura de Mega, ¿viste? Y lo está empezando, él lo modela primero en 3D, ¿viste? En un programa, creo que es 3D Studio, para después imprimirlo, ¿viste? Y ahí me di cuenta, él me empezó a pedir obviamente vistas de la criatura de todos lados, y ahí ahí me enfrenté a problemas, viste, que en el papel uno puede resolver, pero cuando algo se convierte en algo real, me imagino en una película, como comentaban recién, esto tiene que ser preciso y exacto, viste, lo puedes decir, bueno, más o menos el pie se mete por acá o mide tanto, viste. Y ahí yo mismo terminé, creo que de definir algunos detalles, vistas de poner en la espalda, pero de abajo, algún lugar que todavía en la historieta por ahí nunca se ve, ¿viste? Así que, nada, creo que dentro de poco voy a poder ver cómo sería realmente, no te digo una película, pero por lo menos ver una escultura tridimensional y terminar de ver cómo se vería en el mundo real una criatura así, ¿no? Il dit que, alors il n'a pas commencé à faire un film de Mega, mais il y a quelque chose qui vient d'apparaître, c'est un collègue à lui qui fait des sculptures en fait en 3 dimensions, a décidé de faire un Mega en 3D et en fait ça lui a vachement servi parce que comme c'est une sculpture qui se fait avec une imprimante 3D, et donc d'abord il faut le modéliser par ordinateur avec un programme. Il a commencé à lui demander des dessins un petit peu sous tous les angles de Mega, et en fait ça leur disait que ça l'a amené à redécouvrir aussi son personnage, parce qu'il disait sur le papier on peut tricher un petit peu, suivant l'angle de vue on peut ne pas montrer une partie, mais là il fallait absolument pour le programme que toutes les parties soient résolues et qu'elles marchent, et du coup il s'est retrouvé obligé à finir de formaliser en fait Mega, dont des endroits qu'il n'avait jamais vraiment dessiné, certaines parties comme le dos vu d'en bas, etc. Et qui fait que il n'a pas fait un film, mais en tout cas il est plus proche qu'avant de se l'imaginer en 3 dimensions, comme ça pourrait apparaître dans un film, quoi. Des nouvelles perspectives par rapport à la limitation du papier en fait, passer de la 2D à la 3D. Voilà, exactement.
Alors j'ai une autre question qui est un peu plus musicale. En fait, quand j'ai lu plusieurs fois la BD, parce que je me régale à chaque fois en la lisant, il y a un côté un petit peu destruction porn pour moi qui est très très jouissif. Et j'ai écouté la BD une fois en écoutant Tool, qui est un groupe de métal américain. Est-ce que la musique vous influence dans la création, est-ce que la musique vous a influencé dans la création de Mega? Et si oui, quel groupe vous a influencé ou pas? Est-ce que vous étiez en train de dessiner en écoutant, je sais pas, quelque chose? La otra pregunta que tiene es, él leyó un montón de veces Mega, que lo volvió a leer varias veces porque le encanta, le gusta, y la leyó en música. Y una de las veces que lo leyó estaba escuchando Tool, una banda americana de death metal, eh, y, y le pareció que estaba en perfecta sintonía con lo que estaba leyendo. Entonces, mi pregunta es saber si te inspiraste en alguna música, si trabajaste Mega con alguna música, y en ese caso, ¿qué música te inspiró o con qué música trabajaste en el momento de generar Mega? Bueno, vos por ahí, Tomás me conoce más, pero sí me gusta mucho el metal y escucho bastante música, me inspira bastante. Con Mega, sí, sí, escuché muchas bandas europeas así de metal, como los griegos Septic Flesh, Draconian, bueno, Paradise Lost, algo de Gojira, así que ahí están todas esas influencias. Sí, sí, me gusta bastante. La música extrema, oscura, me dispara muchas imágenes, ¿no? Me ayuda mucho a la hora de... Creo que va, como bien dijo él, va muy en sintonía con mis imágenes, ¿no? Entonces es como que se retroalimentan un poco. Il dit qu'il écoutait, donc il écoute beaucoup de musique métal. Et justement, au moment de la création de Mega, il a écouté beaucoup de musique de groupes européens de métal. Ah, Donc il a écouté d'un groupe grec. El grupo griego, ¿cómo era? Septic Flesh. Septic Flesh. Septic Flesh, ok, ok. D'un autre groupe qui s'appelle Draconian. Draconian, Hay una, hay una banda francesa que me gusta mucho que es Suppuration. Suppuration. Suppuration, le groupe Ouais, français? ouais, le groupe Sí, français Suppuration. Ok. eh, Godzilla? Et Gojira Gojira, también. qui, voilà, Sí. qu'il a beaucoup écouté en faisant Mega. Et donc il disait en fait que cette musique extrême, un peu sombre, lui l'amène à imaginer beaucoup d'images. Et du coup, Hmm. il, il dit que c'était bien vu l'association avec Tool parce que chez lui, il y a une rétroalimentation. C'est-à-dire, il écoute cette musique, ça crée ces images renvoient à cette musique, et il y a vraiment un lien Vase dans son communicant un peu. processus de création qui est, alors pas direct, c'est pas qu'il est influencé par cette musique, mais c'est ce genre de musique qui, chez lui, le font travailler en termes d'imagination et d'images qu'il voit apparaître et qu'il met ensuite sur le papier. Ok, ok. Très bien. Alors la question suivante, c'est question un petit peu plus générale. Mais quels sont les trois films quels sont ces trois films favoris et quels sont par là j'entends quels sont les trois films qui ont le plus influencé ces travaux par rapport à Mega. Ouais. Ahí una pregunta un poco más abierta, un poco más general, es, quiere saber cuáles serían o cuáles son las tres películas que más influenciaron o pueden haber influenciado tu trabajo respecto a Mega. Y yo creo que, bueno, obviamente algunas películas del Godzilla japonés original, Hmm. también el cine, el nuevo cine
de Legendary, las películas americanas de Godzilla también me han influenciado, las he visto mucho. Y hay un kaiju japonés que es Gamera, que creo que tiene mucha influencia. A veces creo que es como una tortuga o que vuela, que es bastante popular en Japón, pero acá por ahí es mucho menos conocido que Godzilla y eso. Il dit que, Tintin et Milou, ça a Sí. beaucoup influencé. Non, pardon, je plaisante. ouais, voilà. Il dit que c'est donc les films classiques de Godzilla japonais, qu'il a aussi beaucoup regardé les nouveaux films américains qui revisitent justement le Godzilla, mais qu'il a dans l'idée que ce qui l'a le plus influencé en termes visuels pour Mega, c'est un kaiju très populaire au Japon et moins connu en Europe, qui s'appelle Gamera, et D'accord. qui est en fait une tortue gigantesque Oui. qui vole. Oui, oui. Et il sent que voilà, que c'est vraiment là qu'il y a des points en commun avec des choses qu'il a créées pour Mega. Et est-ce qu'il connaît le film alors, je sais que les gens qui vont regarder la vidéo vont dire Xeno, t'es chiant à parler de ce film, tu nous en parles toutes les 5 vidéos. Mais j'adore ce film, Monsters, qui est sorti en 2010 de Gareth Edwards, qui se passe justement en Amérique du Sud. Je crois qu'il se passe au Mexique, je crois. ¿Y conoces a Monsters de Gareth Edwards que transcurre en México? Sí. Y lo vi hace poco, sabes que es una película que se me pasó y la vi y es muy interesante. Tiene de alguna manera algo que ver porque se mete con las criaturas, pero es una película de horror, está muy interesante, sí. Il dit que c'est un film qu'il a vu, mais qu'il a vu récemment. En fait, il était passé à côté au moment où c'était sorti. D'accord. Il vient de le voir là il y a pas très longtemps en fait. Et il dit que c'est un film effectivement qui est très intéressant parce que ça s'intéresse aux monstres, mais c'est dans le registre de l'horreur. Et c'est quelque chose qui l'a vraiment intéressé. Mais pour le premier média, il l'avait pas encore vu à ce moment-là. D'accord. Je vais passer à la question suivante. Alors, même question, mais au niveau de la peinture, est-ce qu'il y a des peintres justement qui l'influencent? Je sais que par certains moments, alors vraiment, c'est un peu, il y a des côtés un petit peu H.R. Giger, enfin, c'est mon avis à moi, mais je trouve qu'il y a un petit peu du gigerisme Ouais. dans ses dessins, voire même un petit peu de Beksinski. Alors je vais massacrer son nom, je suis désolé, mais Zdzisław Beksinski, mon accent polonais est au chiotte. Et justement, Ouais. quels sont les peintres qui l'influencent dans Mega ou même dans ses œuvres en règle générale, quoi, mais plus précisément pour Mega donc. Misma pregunta, pero con la pintura, los pintores. A él le pareció reconocer alguna influencia de Giger, el artista Sí, sí. suizo, y de Petzinski. De Beksinski, sí, sí. Sí, sí, ambos son muy referentes míos. Acertó en las influencias porque Beksinski es mucho más reciente, lo descubrí, quizás no es tan popular como Giger, entonces lo descubrí en los últimos años, pero me encanta, me alucina y me influencia, la verdad me interesa su trabajo de perspectiva, de texturas, de climas, de atmósferas, y Giger es un clásico que sí, desde lo conozco, él sí es una gran influencia y una influencia fuerte y difícil de salirte, ¿no? Porque él ha marcado bases en el género fantástico que hasta el día de hoy se ven en muchos lugares. Después me gusta otro ilustrador que es Wayne Barlow, que trabajó en películas haciendo criaturas como en Pacific Rim, él trabajó, pero sí, va por ahí. Me interesan mucho ese tipo de ilustradores y me interesan mucho los ilustradores conceptuales que trabajan para el cine, ¿no? Me gusta ver mucho artbook de películas para ver el proceso, un poco cómo trabaja esta gente y entender de dónde viene la génesis de una criatura fantástica, ¿no? Il dit que tu as tout juste au niveau de ses influences, que Petzinski, c'est donc un dessinateur qu'il a découvert un peu plus récemment, qui est plus récent que Giger, mais qu'il adore,
Il aime beaucoup son travail. Il disait par rapport aux textures, par rapport aux perspectives, par rapport voilà, Couleur à très. plein de choses. Et Le puis clima. ensuite, il y a bien sûr une influence, alors là, depuis fort longtemps de Giger. Il dit que c'est même une influence dont il est difficile s'émanciper parce que c'est tellement énorme et c'est tellement puissant que dès qu'on est dans le registre du fantastique, de l'horreur, ce genre d'auteur est encore aujourd'hui omniprésent dans l'esthétique cinéma et dans son esthétique à lui. Il aime aussi énormément un illustrateur qui s'appelle Wayne Barrow, qui a travaillé sur toute la partie esthétique de Pacific Rim, justement. Ok. Et il disait que en général, justement, il aime beaucoup regarder tout l'art conceptuel qui va autour des films. Ah. Et donc, il se nourrit beaucoup d'artbooks, de dessinateurs, illustrateurs, créateurs qui font en fait qu'un film devient possible grâce à toutes les illustrations, les peintures, etc., maquettes qu'ils font pour la préparation de films. Alors ici, là, j'ai le. Enfin, là, on le voit pas d'ici, mais il y a mes figurines machin. Et là, j'ai l'artbook de Pacific Rim, en fait, qui est juste euh, une bible en termes en termes d'images, de destruction, tout ça, c'est absolument. S'il l'a pas, il faut qu'il se procure. C'est un bijou à avoir. Si. Dice que no se ve ahí en el fondo de su pieza, pero tiene en c'est- el fondo acá el artbook de Pacific Rim y dice que es una especie de mega biblia que si no lo conseguiste todavía, que te fijes en conseguirlo porque es alucinante a nivel Sí. No lo tengo, pero me interesa. Y ahí trabajó en Pacific Rim, trabajó Oscar Ciccioni, que es un argentino. Él diseñó, de hecho, el mecha más importante del robot, viste, protagonista de la película, lo hizo un argentino, Ah, sí, que era el que hacía las portadas de Fierro, Oscar Fierro, Ciccioni. sí, mira. Il dit que si tu regardes donc il l'a pas, cet artbook, c'est quelque chose qui l'intéresse, mais il l'a pas encore. 100 euros. No, sorry. $100, it's yours. You know? Por $100 es tuyo. Me interesa, me interesa. Il nous dit que si tu regardes la prochaine fois l'artbook de Pacific Rim, tu découvriras une autre influence. Alors là, argentine en fait, c'est un illustrateur argentin très connu qui s'appelle Oscar Ciccioni. Ok. Ciccioni en fait, qui faisait dans les années 80 toutes les couvertures d'une revue hyper emblématique en Argentine qui s'appelle la revue Fierro. Et c'était une revue où à chaque fois les couvertures c'était un peu dans l'esthétique heavy metal, donc c'était toujours un mélange où il y avait hommes et machines, D'accord. acier, cubes, etc. Et c'était lui qui les faisait. Ça a été vraiment très fort pour l'Argentine dans les années 80. Et c'est lui dans Pacific Rim qui fait le design de l'un des mechas les plus importants du film. Voilà. Donc Gypsy Danger. pour la petite anecdote, c'est un dessinateur illustrateur argentin aussi. Et justement, par rapport, c'est juste une petite remarque que je me suis faite, mais en discutant avec vous deux, c'est j'ai lu beaucoup les bouquins Warhammer sur les Résidorus, etc. Et je trouve que le niveau de destruction qu'on a dans Mega, qui est cataclysmique. Enfin, juste le moment où la salamandre crash, fait sa petite île privée Voilà. avec sa rivière de lave. Et la destruction, le chaos, pour moi, c'est d'un niveau aussi égal
que les Résidorus et Warhammer quand il y a dans... Je sais pas si tu connais... T'as lu les Résidorus peut-être, Thomas? Non, Non? Parce qu'il y a les titans, dedans c'est des titans, c'est des machines de guerre qui font 30 à 40 mètres de haut, qui ont ouais, des canons aussi gros qui font le calibre de centrales nucléaires en fait, et ouais. qui peuvent, en un tir, peuvent créer un volcan en fait, limite, enfin s'ils créent une destruction comme ça. Est-ce que justement il y a une inspiration, je me suis dit, est-ce que Salvador Sanz a été inspiré par, au niveau du côté vraiment cataclysmique, très brutal, il y a un petit côté qui serait pas un petit peu Warhammer, peut-être, ou pas? Te pregunta para saber, porque le pareció que en Mega el nivel de destrucción que provocan Mega y Salamandra más que todo, cuando Salamandra genera su propia isla privada con la lava alrededor, que es un nivel de destrucción cataclísmico, es muy superior a otros kaiju, y se preguntaba si tenía algo que ver, si había sido inspiración o no para nada, cosas como Warhammer o Lexidorus, ¿sí eso? L'hérésie d'Horus. Ah, l'hérésie Dorus, la herejía Dorus, que son unos como titanes gigantescos que tienen un cañón ahí en el medio que tiene la potencia de una central nuclear y central atómica y que cada vez que lo disparan destruyen absolutamente todo. Pues quería saber si te habías inspirado o para nada en ese tipo de historias. No, ¿sabes quién? Ahí desconozco un poco Warhammer, ese universo. Yo soy poco gamer, ¿viste? Entonces todo lo que es más lúdico conozco muy poco. Muchas veces gente que se acerca y me dice, che, esto me hace recordar a, no sé, no me acuerdo si es Dead Souls, juegos así o Resident Evil, por algunas influencias de mis cómics, y yo no los he jugado nunca. Tendría que empezar a meterme en ese mundo porque la verdad que hay muchos diseñadores, gente de arte que hace cosas súper interesantes, quizás más que en el cine, y yo por ahí me está pasando cerca y no los estoy viendo. Yo más que nada lo que quise transmitir, lo que me interesó con el tema de la destrucción y el caos, es tratar de agregarle un poco de drama a la historia, que quizás a veces en estas películas que son como más divertidas, son como películas más como de aventura, más livianas, y todo lo que es la destrucción, la devastación, está puesto de una manera más light, a mí me interesaba poner un poco, mostrar un poco el aspecto humano. Hay una escena de Mega que Mega se acerca y ve escombros y hay como una especie de zoom y me interesaba mostrar sutilmente, porque tampoco está en toda la historia, pero mostrar que hay vidas humanas ahí, ¿no? Hay gente que está muriendo, que está padeciendo, decir, esto no es joda, o sea, como a veces en estas películas es más liviano, ¿no? Ves que se cae un edificio, se cae otro, pero, viste, no se ve si muere gente, se sobreentiende que muere gente, pero no se lo muestra. A mí me interesaba hacer como un pequeño foco en eso, si bien para él es como decíamos hoy, son hormigas, pero bueno, decíamos, mira, hay gente ahí abajo, ¿no? Ahí Creo que en el segundo libro, sí, perdón, creo que en el segundo libro voy a hacer más hincapié en eso y profundizar un poco más eso, que acá está puesto un poco también tibiamente, ¿no? Donc il dit que non, en fait, ça n'a pas été de l'influence, il connaissait pas. Warhammer, c'est un jeu, en fait, c'est bien ça À la base, c'est un jeu de plateau qui a été, qui s'est diversifié dans des romans, dans des jeux vidéo, même dans des petits films amateurs et officiels. Ouais. Et il y a des races, par exemple, je sais que quand j'ai lu Mega aussi, ça m'a fait penser aux Tyrannides, qui est une race d'extraterrestres qui a été inspirée par Alien, donc Edgar Giger, et qui eux aussi ont des titans en fait, et c'est des titans très anguleux, très organiques aussi, mais avec des bioarmes, etc. Donc le fait que par exemple Mega arrive avec une sorte d'épée, une sorte de dague, ça m'a rappelé un petit peu les tyrannides.
dans le sens où ils viennent avec ils créent leurs propres armes en fait. Ils ont un côté un peu biomécanique, bio-ingénieur. Enfin non, c'est pas ça. Mais bon, vous voyez l'idée. Donc ouais, en fait, il passait vraiment à... Il y a un petit peu d'écho par contre. Ouais, je sais pas pourquoi. Je sais pas si ça vient de chez moi, parce que moi je suis sur le casque. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Parce que là, ça va mieux. Non, il y a de l'écho chez quelqu'un. A ver, Salva, baja un poco el sonido porque hay como un eco. Para. Perdón. A ver si puedo. Est-ce que là, ça va mieux? Oui. Oui. Mais par contre, on n'entend plus Salvador. Mais, oui, mais il nous entend encore Salvador. ¿Nos escuchas, no? Sí. Sí, parfait. sí, los escucho. Si quieren, apago el micrófono. Apago el micrófono para que si. Cuando hablan ustedes, si quieren. Non, là c'est parfait. Ah, encore un Okay. petit peu. Ça va. Et donc, il disait, ouais, que il sait qu'il y a dans l'univers. Il y a encore des échos. Ah, apaga el micrófono. Désolé, sorry. Parce que là, c'est bon. C'est parfait. Ouais. Et donc, il disait qu'il savait que dans son univers, apparemment, ça renvoie à certains jeux vidéo, etc. Mais que comme il n'est pas du tout gamer, c'est quelque chose dont il ne s'inspire pas. Alors, il se dit de plus en plus que c'est quelque chose auquel il devrait s'intéresser parce que, justement, il y a plein de gens qui viennent lui en parler et il sait qu'il y a des designers, des illustrateurs qui font pour les jeux vidéo des choses aussi fantastiques que pour les films. Mais pour l'instant, c'est un univers qui lui passe à côté parce que voilà, il est pas vraiment gamer, donc il n'y a jamais vraiment joué. Par contre, en fait, il disait que dans Mega, effectivement, le niveau de destruction, ce qui l'avait intéressé de montrer, c'était un peu à la différence des films de kaiju, qui justement font passer les destructions comme un peu quelque chose light, soit parce qu'il y a par moment des blagues, soit parce que les édifices tombent et puis c'est juste comme si c'était des décors qui se cassaient la gueule. Lui, il avait vraiment envie d'essayer d'y mettre une dimension un peu humaine derrière ce ouais, exactement, de drame, derrière ce niveau de destruction. Et donc, il me disait qu'il y a un moment dans Mega où Mega, pour la première fois, penche un peu les yeux et regarde. Et donc, il y a un zoom qui se fait sur les décombres. Et comme si pour la première fois, Mega se rendait compte que il y a de la vie en fait. Les cadavres dans les décombres. Ouais, voilà, Oui, exactement. oui. Et en fait, c'est. Mais bon, Mega n'y attache pas plus d'importance que quand nous on voit qu'on a écrasé une fourmilière avec les pieds. Mais en tout cas, l'idée de faire ce zoom, il disait, c'était l'idée de recentrer sur le niveau de drame que peuvent impliquer des destructions à une telle échelle, et que c'est quelque chose qu'il est en train d'approfondir dans le deuxième tome qu'il est en train de finir. J'avais vu une image du deuxième tome où on voit un des kaiju, et l'image m'a glacé, où on voit l'un des kaiju prendre une... Comme nous, on se servirait en cacahuète, en fait. Ouais. Il prend une oui. d'hommes et de femmes, et comme ça, je pense qu'il sait de quoi je parle. Ouais. Mais justement, je trouve ça cool de voir, comme on vient de le dire, dans les films où Godzilla va passer au travers d'un immeuble, là on se rend compte que dans l'immeuble il y a des gens, il y a des chiens, il y a des familles, il y a il y a des vies en fait, il y a des vies. Et il y a le côté destruction porn qui est ultra jouissif, parce que si on aime les kaiju, on aime la destruction qu'ils provoquent. Mais aussi le côté, mais c'est sérieux en fait. C'est sérieux, c'est pas rigolo, c'est pas drôle du tout. Et c'est ça qui est glaçant. En fait, c'est pas juste des décors, il y aurait normalement des gens qui sont là-dedans et qui vont se voir affectés, voire morts, détruits, explosés. Oui.
tout à fait. Dice que empezó a ver imágenes del Mega 2 y que hay una imagen que le pareció fuertísima a nivel justamente de destrucción y de volver a poner en el centro el drama humano de la destrucción, que es cuando hay uno de los monstruos de Mega 2 que agarra hombres como si nosotros agarramos maní ahí en un bol y los agarra para echárselos en la boca, y que eso le pareció increíble, pero también muy fuerte, porque eso que vos decías, volver a poner en el centro el drama humano que puede haber con ese nivel de destrucción, que si bien lo que él dice, como todo lector de kaiju, uno disfruta de la destrucción, es el destruction porn que él dice, que es disfrutar de la destrucción, pero con ese nivel que vos le pones en Mega, de repente uno dice, ah, sí, pero pará, no es solo disfrute la destrucción. Atrás hay vidas humanas destruidas, hay un drama que por ahí en las películas de Godzilla no aparecen. Tenés que volver a poner el micrófono. Perdón, ahí está. Sí, y aparte también llevarlo un poco al género del horror, ¿no? Si se empieza a mostrar más violencia explícitamente, se empieza a ver estas criaturas de una forma un poco más oscura, más sombría. Mi intención también es esa, virar a la historia y tal vez ahí también linkear más con Lovecraft, ¿no? Porque el cine de kaijus o el género de kaiju no está tan relacionado con el horror, por eso, si bien la primera película original de Godzilla es medio como un drama, ¿no? Es una criatura que arrasa con Japón y es una alegoría a la bomba nuclear, ¿no? Que arrasó con Hiroshima y Nagasaki, es una película más dramática. Luego se convirtió en un cine más como de diversión, de divertimento, entretenido, que está buenísimo. Pero a mí me interesaba por ir linkear eso, este mundo de estas criaturas con el horror, ¿viste? Entonces por ahí hay que ser un poco más fuerte en el discurso, ¿no? Mostrar un poco más. Ouais, il dit qu'en fait, dans le 2, ce qu'il est en train d'opérer, c'est faire glisser le récit vers l'horreur, et donc d'une certaine manière rapprocher encore de Lovecraft. Tienes que cortar el micrófono, Gonzalo. Ah, j'ai pas entendu parce qu'il y avait de l'écho. Ouais. Voilà, gracias. Non, il disait que l'une des choses en fait qu'il est en train d'opérer dans le tome 2, c'est d'amener le récit vers plus un récit d'horreur, D'accord, donc quelque chose d'une certaine manière plus Lovecraftien aussi, où la violence est plus explicite, clairement, oui. où les personnages, les monstres sont plus sombres. Il y a quelque chose de plus obscur derrière ces monstres. Parce qu'en fait, il disait que si bien le premier de tous les Godzilla du Japon était un vrai drame et renvoyé métaphoriquement aux À la bombes bombe atomiques, nucléaire, ouais. aux Hiroshima, etc. Ensuite, c'était devenu un cinéma de divertissement, donc beaucoup moins focalisé sur le drame. Chose qu'il adore, mais comme il y a ce côté Lovecraftien qu'il aime et qui est derrière l'origine de ce projet, il a envie de l'amener progressivement vers l'horreur et donc vers quelque chose de plus sombre et plus explicite. Alors, je me permets juste quelque chose qui n'a rien à voir. Je vois que Meet me dit qu'on n'a plus que 9 minutes, sinon on doit passer au fort. Exactement. Donc je vais faire super court pour terminer. Je vais faire Ouais, deux questions en une. ouais. Euh, Quels sont pour lui les trois piliers d'une bonne histoire parce que dans un contexte où justement la création est quelque peu patine, on assiste à des reboots, à des relances de franchises, etc. Là, Salvador Sons apporte quelque chose de super frais à l'univers des kaiju. Quelles sont pour lui les trois choses essentielles pour faire une bonne histoire, pour créer une bonne histoire? Et qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans le monde de la BD, lui déplaît le plus? Bueno,
ahí Salva, como nos quedan solo 8 minutos, junto las dos últimas preguntas en una. Quería saber cuáles son para vos las 3 cosas más importantes o pilares para armar una buena historia, para generar una buena historia. Y en el mundo de la historieta, ¿qué es lo que detestas? ¿Qué es lo que menos soportás de una historieta? Acordate de poner el micrófono. Ahí lo puse. Para mí, personalmente, es una visión personal que me gusta a mí. A mí me interesa el género fantástico en general. Si tiene elementos de horror, me gusta más. Por eso a todo me gusta darle un condimento más de oscuridad. Así que para mí es algo importante la atmósfera, el clima que tenga, de misterio, de suspenso, de intriga. Eso para mí es muy importante en una historia. Construir eso, tratar de que el lector se sienta atrapado, que quiera llegar al final, que le interese la historia. Y los elementos que a mí me interesan es eso, es el misterio, el clima relacionado con el horror. Y bueno, después los personajes son muy importantes, es algo muy difícil, ¿no? Crear personajes atractivos que el lector pueda identificarse. Por eso Mega fue un proyecto, un experimento raro, porque ¿quién puede identificarse con una criatura gigantesca que no tiene ni siquiera expresiones en el rostro, que no sabemos qué piensa? Y eso me parecía interesante. Eso en realidad fue para mí el gran desafío, cómo construir una historia con criaturas que no tienen nada que ver con nosotros, que más que nada podemos admirarlas como dioses, o tenerles respeto, miedo. Pero los personajes son importantes. Y después el arte, ¿no? El diseño, como en todo relato fantástico, que la propuesta visual para mí sea interesante, diferente, innovadora. Creo que esos son los 3 puntos, ¿no? Los personajes, el diseño, el arte, y que en el arte haya algo nuevo, que aportar algo nuevo. No siempre se logra, siempre, como decimos recién, ¿viste? Las influencias de pronto se parece a esto que no vi o que sí vi, pero tratar de hacer ese esfuerzo porque le genera algo nuevo, y la atmósfera. Y la última, ¿querés contestar esa y después contesto la última? Alors, pour répondre aux 3 points importants pour lui, alors il dit que c'est quelque chose de très personnel et c'est quelque chose voilà qui n'engage que lui. La première, c'est l'atmosphère, c'est donc créer une atmosphère. Lui, en particulier, quand il s'agit de fantastique, il aime qu'il y ait toujours un ingrédient, un composant d'horreur, de terreur à l'intérieur de ce fantastique. Et du coup, pour lui, l'atmosphère doit être quelque chose qui attrape forcément le lecteur par son intrigue et le tienne en haleine de manière à ce qu'il soit obligé d'aller jusqu'au bout. Le deuxième pilier et grand défi, pour le coup, dans Mega, c'est la création de personnages auxquels on va s'identifier, s'attacher, avoir envie de savoir ce qui va leur arriver. Or, il disait, dans Mega, il y avait un vrai défi qui était comment raconter une histoire où on s'intéresse, on s'identifie, on a envie de savoir ce qui va arriver à des méga monstres dont le visage est totalement inexpressif, on sait absolument pas ce qu'ils pensent, et à part les vénérer quasiment comme des dieux, ils sont tellement éloignés de l'humanité que c'est difficile. Donc il y avait tout ce défi de en contrepartie des monstres, créer des personnages, eux, très proches de nous, très humains, qui vont nous amener dans le récit. Et puis une troisième partie qui est le design, où il considère que c'est forcément très important la partie visuelle, la création de nouveautés, essayer d'apporter de la nouveauté par le design visuel voilà, dans son histoire. Ok. Et donc, ahora, Y
Lo que La detestas. última pregunta, lo que detesto. Es medio difícil. A mí, yo en el mundo de la historieta, En moins de 2 minutes. Te quedan 2 minutos. dale. Mira, a mí el mundo de la historieta me llama la atención todo, soy bastante curioso lector, lo que menos me gusta son, vos lo sabés Tomás, son los superhéroes, la verdad que leo igual cuando me dan, trato de leer y sé que hay historias muy interesantes y hay autores muy increíbles que se han metido, han abordado el tema y han hecho cosas muy buenas, pero la estética de los superhéroes me sigue chocando, me sigue costando, es lo que menos me gusta. Y también lo que menos me gusta es cuando una historia está muy polarizado el bien y el mal. Cuando es una historia muy tradicional de fantasía, donde los malos son, viste, muy malos y los buenos son muy buenos. Y me interesa más cuando hay más ambigüedad, cuando hay más matices en los personajes, como eso me molesta un poco, cuando ya es muy obvio, cuando el autor me dice a quiénes tengo que odiar y a quiénes tengo que amar, ¿viste? Ya eso me condiciona mucho, prefiero yo decidir qué personaje me gusta o no, o que sea un poco más interesante la manera en que me los presente, no sé, ese tipo de cosas. Alors, très rapidement. En, en bande dessinée, il lit de tout, il est vraiment très ouvert. Mais il y a deux choses qu'il aime pas vraiment beaucoup en bande dessinée. La première chose, c'est le genre des super-héros, en fait. Et, Ah, oui. il a un véritable problème avec le monde des super-héros. Il essaye d'en lire quand on lui dit ça c'est génial et tout ça. Il y a des dessinateurs de super-héros qu'il adore, mais il a un vrai problème avec le monde que proposent les super-héros. C'est quelque chose qui lui parle pas du tout et voilà et qui ne l'intéresse vraiment pas fortement. Ah, Et la deux, je suis vraiment désolé, mais il reste moins d'1 minute et il faut ouais, que je conclue la vidéo. ouais, Je suis vraiment, c'est hyper barbare ce que je suis en train de faire, parce que sinon il ça n'y a va. pas de problème. Mais en tout cas, merci beaucoup à Muchas gracias, Salvador Sanz. Merci à Thomas Descens des Maisons Ilatina. Et lisez Mega, achetez et lisez Mega. Buy and read the fuck out of Mega. Ah!